Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au modèle relationnel. Donc il s'agit de l'objet d'étude du chapitre 4. Donc avant d'entamer ce chapitre, jetons un coup d'œil sur le schéma que je vous ai montré la dernière fois, schéma qui représente, si vous voulez, les niveaux de modélisation de données. Donc on a vu la dernière fois que dans le niveau conceptuel, on s'est servi du modèle entité-association pour représenter ou pour modéliser nos données. Donc, et on a vu que les diagrammes entité-association sont très proches de la perception de la réalité, c'est-à-dire de l'humain, et sont très éloignés de l'implantation physique des données, c'est-à-dire dans la machine. Donc aujourd'hui, nous allons passer au niveau suivant, c'est-à-dire le niveau logique. Donc dans ce niveau logique, nous allons étudier le modèle relationnel. Donc c'est le modèle le plus utilisé et le plus connu dans le niveau logique de modélisation de données. Donc il s'agit en fait d'un intermédiaire entre le conceptuel et le physique. Donc le modèle relationnel, c'est un modèle logique de données. C'est une façon de représenter et d'organiser des données hétérogènes, issues de la perception de la réalité bien sûr. Donc représentation qui repose sur la théorie des ensembles et sur une représentation formelle et compacte de la perception d'une réalité à l'aide de tableaux qui contiennent des lignes et des colonnes. Donc dans le modèle relationnel, il n'existe qu'une seule notion pour modéliser les données, c'est la notion de relation. Et il faut savoir que le modèle relationnel est à la base des principaux systèmes de gestion de bases de données du marché, comme par exemple Oracle, MySQL, SQL Server et tant d'autres. Donc, à l'instar du modèle entité-association, le modèle relationnel propose lui aussi des notions spécifiques pour représenter les objets de la réalité et les liens entre ces objets ainsi que les propriétés de ces objets. Donc la correspondance entre tout ça et la terminologie du modèle relationnel est représentée dans ce rectangle, si vous voulez. Pardon. Donc un ensemble d'objets, on le représente avec une relation plus une clé primaire. Un lien entre deux objets, on le représente avec une relation plus une clé étrangère. Et enfin, une propriété d'un objet, on la représente avec un attribut plus un type. Donc nous allons voir comment tout ça fonctionne. Donc nous arrivons maintenant à la terminologie du modèle relationnel. Donc terminologie qui contient beaucoup de notions qu'on va expliquer, à savoir qu'est-ce qu'une relation, qu'est-ce qu'un attribut, qu'est-ce qu'un tuple, qu'est-ce qu'une clé primaire, qu'est-ce qu'une clé étrangère. Quelles sont les contraintes d'intégrité qu'on peut définir dans un modèle relationnel. Donc, commençons par la relation. Donc, une relation ou table décrit un objet ou un lien entre deux ou plusieurs objets du monde réel. Elle est constituée d'un en-tête et d'un corps. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc une relation, c'est en quelque sorte un tableau qui contient un en-tête et un corps. Donc un en-tête constitué de l'ensemble des noms d'attributs et de leurs types. Et le corps, c'est un ensemble de tuples qui contiennent des valeurs pour chacun des attributs de l'en-tête. Donc il faut savoir que les tuples ne sont pas ordonnés. Donc l'ordre des tuples n'est pas important, mais l'ordre des attributs est important. Donc ce qu'on peut remarquer aussi dans une relation, c'est que on peut définir un attribut ou plusieurs attributs comme une clé primaire. Donc, c'est-à-dire que c'est l'identifiant en quelque sorte de la relation. C'est-à-dire les valeurs de cette clé primaire ou de cette colonne qu'on a définie comme clé primaire doivent être uniques pour chaque tuple. Et parallèlement à cela, on peut définir une colonne comme une clé étrangère. Donc, une clé étrangère, ce sont des valeurs qui sont issus d'une clé primaire d'une autre table. Donc, nous allons voir un exemple concret sur ça. Ensuite, un attribut, c'est une représentation d'une propriété d'une relation. Donc, on associe un type à chaque attribut. Ce type décrit tout simplement l'ensemble des valeurs
possibles que peut prendre l'attribut. Donc le type de chaque attribut restreint en quelque sorte l'ensemble des valeurs que peut prendre un attribut. Donc il faut voir le lien entre un attribut et son type dans le modèle relationnel, comme le lien entre une variable et son type dans les langages de programmation impératifs. Par exemple, si vous déclarez une variable de type entier, donc cette variable ne peut recevoir que des valeurs de type entier. Donc son type a été défini au préalable, donc elle ne peut pas accepter des valeurs d'autres types. Ensuite, un tuple, c'est un enregistrement ou une ligne dans une relation. Donc nous avons déjà vu visuellement ce que c'est qu'un tuple dans la représentation tout à l'heure. Donc vous pouvez voir un tuple pour le modèle relationnel comme une instance d'entité pour le modèle entité-association. Donc un tuple, c'est tout simplement une occurrence de l'objet ou une instance de l'objet. Donc un tuple est formé d'un ensemble de valeurs associées aux attributs. Et il faut faire attention à ce que les valeurs du tuple soient données dans le même ordre que les attributs. C'est-à-dire que pour la table de tout à l'heure qui avait 3 attributs, ISBN, titre et ID auteur, donc le tuple suivant, c'est l'ISBN que vous voyez là. Son titre, c'est algorithme et programmation en Java. Et la valeur de la colonne ID auteur est égale à 1. Maintenant, une petite remarque, un tuple peut contenir des valeurs nulles, qu'on note NULL en majuscule, pour un attribut ne faisant pas partie de la clé primaire. Quand est-ce qu'un tuple peut contenir une valeur nulle? C'est quand aucune valeur n'est applicable pour cet attribut, ou bien si la valeur de cet attribut est inconnue. Donc, prenons un exemple. Donc, si on a une relation personne qui a une colonne ou un attribut qui s'appelle deuxième prénom. Donc la valeur de cet attribut pour les personnes qui n'ont pas de deuxième prénom, elle sera nulle et non pas la chaîne de caractères vide ou bien un espace. Donc il faut bien faire la différence entre nul et 0. 0 c'est une valeur, par contre nul veut dire il n'existe pas de valeur ou bien on ne connaît pas la valeur. Donc si on prend aussi l'exemple du numéro de téléphone d'une personne, donc si on a une relation personne qui a une colonne qui s'appelle numéro de téléphone et qu'on ne connaît pas de numéro de téléphone d'une personne, on ne va pas mettre 0 pour la valeur de cette colonne. Car 0 c'est une valeur. 0 voudra dire que cette personne a un numéro de téléphone et c'est le numéro de téléphone 0. Par contre, si on met la valeur nulle, ça veut dire deux choses. L'une des deux choses, soit on ne connaît pas la valeur du numéro de téléphone de cette personne, soit cette personne n'a pas de numéro de téléphone tout simplement. Donc voilà. Ensuite, une clé primaire d'une relation, c'est un sous-ensemble minimal d'attributs permettant d'identifier de manière unique un tuple parmi tous les tuples de la relation. Les attributs qui forment la clé primaire sont soulignés dans le modèle relationnel, comme dans le modèle entité-association. Donc la valeur de la clé primaire doit être unique pour chaque tuple, comme par exemple il ne peut y avoir deux livres qui ont le même ISBN. Donc vous pouvez voir la clé primaire du modèle relationnel comme l'identifiant qu'on a vu dans le modèle entité-association. Bien sûr, la clé primaire du modèle relationnel doit remplir tous les critères qu'on a vus dans le chapitre 2, critères qui caractérisent un bon identifiant, c'est-à-dire la simplicité, la constance, l'unicité et l'existence. Donc voilà pour la clé primaire. On arrive maintenant à la notion de clé étrangère. Donc une clé étrangère dans une relation est formée d'un ou plusieurs attributs qui constituent une clé primaire dans une autre relation. Donc pour définir un attribut comme une clé étrangère, il suffit de le précéder son nom du symbole dièse. Donc, une clé étrangère, c'est le moyen qui permet d'établir le lien ou un lien entre deux relations. Donc, puisque dans le modèle relationnel, on n'a qu'une seule notion qu'on manipule, c'est la notion de relation. Contrairement au modèle entité-association, dans lequel il y avait la notion d'association qui permettait de matérialiser des liens. Donc là, on n'a pas une notion qui permet de matérialiser un lien entre deux relations. Par contre, on a des clés étrangères qui
qui sont des colonnes un peu spéciales dont les valeurs permettent de faire ce lien. Donc regardons un petit exemple de fonctionnement d'une clé étrangère. Donc on a ici deux tables, une table qui s'appelle livre et une table qui s'appelle auteur. Donc dans la table livre, on a une clé étrangère qui s'appelle ID auteur, qui nous indique un entier à travers lequel on peut connaître l'auteur d'un livre. Par exemple, le premier livre, son auteur, c'est l'auteur qui a un ID auteur égal à 1, donc c'est l'auteur Vincent Granet. Pour le deuxième livre, c'est la même chose. Pour le troisième livre, c'est l'auteur numéro 2. Et pour le troisième livre, plutôt pour le quatrième livre, c'est l'auteur ayant un ID auteur égal à 3. Donc vous voyez que les valeurs de la colonne ID auteur de la table livre sont toutes issues ou références des valeurs de la colonne ID de la table auteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des valeurs ici qui n'existent pas ici. Donc nous allons voir maintenant les principaux avantages procurés par les clés étrangères. Donc premier avantage, c'est éviter la duplication des données. Donc imaginez qu'on a les mêmes données que tout à l'heure, mais sans utiliser de clés étrangères. C'est-à-dire au lieu de mettre 1, 2 et 3, je vais tout simplement mettre le nom de l'auteur et sa nationalité à côté du titre du livre. Donc comme ça, j'obtiens une table livre qui contient à la fois les informations sur les livres et les informations sur les auteurs. Donc le problème ici, c'est qu'il y a une redondance de données. L'auteur Vincent Granet de nationalité française, puisqu'il a écrit 3 livres, donc on est obligé de répéter son nom et sa nationalité 3 fois. Donc si cet auteur écrit 10 000 livres, là aussi on sera obligé de répéter son nom et sa nationalité 10 000 fois. Donc les informations sur un auteur sont répétées autant de fois qu'il y a de livres écrits par cet auteur. Donc ça c'est déjà un problème de stockage. Donc ça va influencer sur les performances du stockage de nos données. Nos données vont occuper beaucoup plus d'espace inutilement. C'est les mêmes valeurs qu'on est en train de répéter. Et deuxième problème, c'est lorsqu'on veut faire des mises à jour. Donc si on prend l'exemple du changement de nationalité, donc si une information, par exemple la nationalité d'un auteur change, il faut faire autant de mises à jour qu'il y a de livres écrits par cet auteur. Donc regardons la nationalité de l'auteur Vincent Granet. Donc si Vincent Granet devient américain, il va falloir faire cette mise à jour ici, ici et ici. Alors que dans l'approche avec les clés étrangères, la mise à jour se fait à un seul endroit, ici. Donc voilà pour le premier avantage procuré par les clés étrangères. Deuxième avantage procuré par les clés étrangères, c'est le fait d'assurer l'intégrité des données. Donc on revient à l'approche de tout à l'heure avec deux tables, une table livre et une table auteur. Bien sûr la table livre avec une clé étrangère ID auteur qui est référence auteur.id. Donc là, si on veut insérer dans la table livre, le livre dont le titre c'est apprendre le C++ qui a un ID auteur égal à 4, donc là on est en train de violer la contrainte d'intégrité de clé étrangère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'auteur ayant ID égal à 4. Donc tout simplement dans tous les SGBD, il sera tout simplement impossible d'ajouter une telle ligne. Donc là, c'est juste pour illustrer l'exemple. Donc on ne peut pas avoir une telle valeur. Une telle valeur est incorrecte ou un tel tuple est incorrect dans la table livre. Et cela permet d'assurer une certaine intégrité des données, si vous voulez, lorsqu'on est en train de saisir les données. Si par malheur on saisit la valeur ou plutôt l'identifiant d'un auteur qui n'existe pas, donc la machine va nous dire que cet ajout est impossible car vous avez mis une valeur pour la clé étrangère qui n'existe pas dans sa clé primaire d'origine. Donc ça permet d'éviter dans certains cas les erreurs de saisie. Donc pour récapituler tout ça, donc le modèle relationnel on permet de représenter nos données de manière tabulaire avec les en-têtes et les corps, mais généralement
on utilise une notation compacte du modèle relationnel. Notation dans laquelle, pour chaque relation, on écrit son nom, suivi de la liste de ses attributs entre parenthèses. On souligne les clés primaires. On essaye de placer, si possible, les attributs faisant partie de la clé primaire en premier. Chaque clé étrangère, on la précède du symbole dièse et on essaye de placer les clés étrangères vers la fin de la relation. Et enfin, pour chaque clé étrangère, on doit indiquer quel attribut est référencé, quel attribut de quelle table est référencé en utilisant la syntaxe le nom de la relation, point, le nom de l'attribut. Donc il faut faire attention, lorsque je dis table ou bien relation, c'est exactement la même chose. C'est juste un point de vue. Donc une relation, c'est ça, et une table, c'est ça. Mais au fond, c'est la même chose. C'est juste deux perceptions différentes. Ça, c'est la table libre avec toutes ces données et son en-tête et son corps et tout ça. Et ça aussi, ça c'est la relation libre avec ses attributs. Donc ce sont, si vous voulez, deux facettes différentes de la même chose. Donc on aboutit à la notation compacte du modèle relationnel de ces deux tables. Donc on a une relation libre qui a trois attributs ISBN, titre et ID auteur, et une relation auteur qui a trois attributs ID, nom et nationalité. Donc là on a souligné ISBN car c'est une clé primaire, et on a souligné ID car c'est une clé primaire de la relation auteur. Pour l'attribut ID auteur de la table libre, donc on l'a marqué comme une clé étrangère avec le symbole dièse, mais là on doit expliquer que cet attribut ID auteur référence l'attribut ID de la relation auteur. Donc comme ça, on matérialise le lien entre cette colonne et cette colonne. Et dorénavant, on utilisera cette notation compacte. Maintenant, vous devez savoir que vous pouvez construire votre modèle relationnel directement à partir de la réalité, si la réalité n'est pas trop compliquée. Donc on appelle cette approche l'approche ex nihilo, c'est-à-dire l'approche qui part à partir de rien. Donc on crée directement le modèle à partir de la réalité, sans intermédiaire. Donc il existe une autre approche beaucoup plus logique et beaucoup plus en adéquation avec le processus de modélisation de données, c'est l'approche de passage d'un modèle entité-association vers un modèle relationnel. Donc c'est comme si on va transformer notre modèle entité-association en modèle relationnel en utilisant certaines règles de transformation. Donc on part d'une réalité, on construit le modèle entité-association. À partir de ce modèle entité-association, on construit notre modèle relationnel en utilisant des règles de transformation. Donc les deux concepts qu'on manipule dans un modèle entité-association, ce sont les entités et les associations. Bien sûr, il y a d'autres sous-concepts comme les attributs et les identifiants. Mais les règles de transformation ne concernent que ces deux concepts, les entités et les associations. Comment les transformer en relations. Donc, pour transformer les entités, donc il y a deux cas. Le cas où l'entité n'a pas d'entité mère, c'est-à-dire l'entité ne fait pas partie d'un héritage. Dans ce cas-là, qui est le plus simple, il suffit de prendre l'entité et de créer tout simplement une relation qui a le même nom et les mêmes attributs que l'entité. Le même nom et les mêmes attributs que l'entité. Et on définit l'identifiant de l'entité comme la clé primaire de la nouvelle relation créée. Donc c'est comme ça qu'on transforme une entité en une relation. Donc, et vous voyez que dans ce processus, on est en train d'aplatir nos données. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit la dernière fois. L'ordinateur ou la machine aime tout ce qui est plat et tout ce qui est tabulaire. Par contre, tout ce qui est diagramme n'est pas manipulable par une machine. Donc voilà pour le premier cas des entités. Deuxième cas dans la transformation des entités, c'est le cas de l'héritage. C'est-à-dire l'entité qu'on veut transformer, c'est une entité fille d'une autre entité. Donc elle fait partie d'un héritage. Dans ce cas-là, il y a trois choses à faire. Donc créer une nouvelle relation ayant le même nom et les mêmes attributs que l'entité fille.
ajouter aux attributs de la nouvelle relation la clé primaire de la relation correspondante à l'entité mère et la définir comme clé primaire de la nouvelle relation. Donc, c'est-à-dire dans cette deuxième étape, après avoir créé la relation qui a les mêmes attributs que l'entité phi, on doit ajouter à cette relation la clé primaire de l'entité mère de cette entité phi, parce qu'elle fait partie d'un héritage. Donc vous allez voir ça dans un exemple. Et après avoir fait ça, on va définir cette clé primaire qu'on vient d'ajouter, on va la définir comme une clé étrangère qui référence la clé primaire de l'entité mère, toujours. Donc voyons un exemple. Donc on veut transformer ce modèle entité-association en modèle relationnel. Donc tout d'abord, il faut commencer par le cas le plus simple, le cas où l'entité n'a pas d'entité mère, c'est-à-dire cette entité véhicule. Donc cette entité véhicule va donner naissance à une relation qui s'appelle véhicule, qui a trois attributs, num, châssis, marque et modèle. Ensuite, pour les deux entités véhicule léger et véhicule lourd, ce sont des entités filles, c'est-à-dire on va leur créer une relation qui a les mêmes attributs que l'entité, et à l'intérieur de cette relation, je dois insérer cette clé primaire, c'est-à-dire la clé primaire de l'entité mère. Et je définis cette clé primaire comme une clé étrangère qui référence la clé primaire de l'entité mère. Et on aboutit à cela. Donc je répète, pour l'entité véhicule, il n'y a pas de souci, c'est une entité qui ne fait pas partie d'un héritage, donc elle donne naissance à une relation qui a le même nom et qui a les mêmes attributs et qui a comme clé primaire l'identifiant de l'entité. Maintenant, pour les entités phi, véhicules légers et véhicules lourds, pour les transformer, donc on va créer une relation qui a, donc on va se concentrer sur l'entité véhicule léger. Pour l'entité véhicule léger, on crée une relation qui s'appelle véhicule léger, qui a les attributs de cette entité, c'est-à-dire capacité coffre. On ajoute à cette entité la clé primaire num châssis. D'où est-ce qu'on a ramené cette clé primaire? De l'entité mère. On définit ça comme une clé primaire, c'est-à-dire on la souligne. Et on définit aussi cette clé primaire comme une clé étrangère qui référence la clé primaire de l'entité mère. Donc, c'est ce qui est demandé dans la troisième étape. Définir la clé primaire de la relation correspondante à l'entité phi comme une clé étrangère qui référence la clé primaire de la relation correspondante à l'entité mère. Donc, c'est ce qu'on a fait ici pour véhicule léger et c'est ce qu'on a fait pour véhicule lourd. Donc, pour véhicule lourd, l'entité s'appelle véhicule lourd, donc on a créé une relation qui s'appelle véhicule lourd, qui a les mêmes attributs que cette entité, avec remorque. On a ajouté à cette relation une clé primaire qui provient de la clé primaire de l'entité mère, et on a marqué ce nouvel attribut comme une clé étrangère qui référence la clé primaire de l'entité mère. Donc c'est comme ça qu'on transforme des entités vers des relations. Deux cas. Un cas où il n'y a pas d'héritage, qui est le plus simple, et un cas où il y a l'héritage, et dans lequel il faut faire attention aux entités filles. Ensuite, comment maintenant transformer les associations? Donc avant de voir les règles de transformation des associations, vous devez savoir qu'il y a trois types d'associations, selon les cardinalités d'un côté et de l'autre. Donc vous avez le premier type d'association, c'est les associations one-to-many, c'est-à-dire les associations qui relient deux entités et qui ont une cardinalité max égale à 1 d'un côté et max égale à n de l'autre. Pour ce type d'association, one-to-many, qu'est-ce qu'on fait? On crée une clé étrangère dans la relation correspondante à l'entité côté max égale à 1 qui référence la clé primaire de la relation correspondante à l'entité côté max égale à n. C'est-à-dire, on prend la relation côté max égale à 1, la relation bien sûr qui correspond à l'entité côté max égale à 1, on met dans cette relation une clé étrangère qui référence l'autre relation, c'est-à-dire la relation qui correspond à l'entité côté max égale à n. Et en plus de ça, on ajoute tous les attributs éventuels de l'association à la relation correspondante à l'entité côté max égale à 1. Voyons un petit exemple sur ça. Donc, là, on a un modèle entité-association qui nous indique qu'un film
possède des attributs titre, année sortie et genre, et qu'un réalisateur possède les attributs idée réelle, nom et prénom, et qu'il y a une association réalisée entre l'entité film et l'entité réalisateur. Sachant qu'un film est réalisé par un et un seul réalisateur, et un réalisateur peut réaliser un ou plusieurs films. Et qu'à chaque fois qu'un film est réalisé par un réalisateur, il est réalisé dans un studio. Studio, c'est un attribut de cette association. Donc, pour transformer ce modèle, il faut commencer par les entités, toujours. Donc, ces deux entités ne font pas partie d'un héritage, et donc elles vont donner tout simplement naissance à deux relations, film et réalisateur, ayant les mêmes attributs que les deux entités film et réalisateur, et ayant une clé primaire pour la relation film semblable à l'identifiant de l'entité film, et une clé primaire pour la relation réalisateur semblable à celle de l'entité réalisateur. Maintenant, pour l'association réalisée, donc là on remarque que c'est une association one-to-many, parce que le côté max d'un côté est égal à 1, plutôt la cardinalité max d'un côté est égale à 1, et la cardinalité max de l'autre côté est égale à n. Donc one-to-many. Donc là, ce 1 se trouve à gauche ou se trouve à droite, c'est pas important. Donc, il suffit qu'un côté, on a un max égal à 1 et de l'autre côté, on a un max égal à n, on dit que c'est une association one-to-many. Donc, on peut redessiner ce modèle entité-association en plaçant l'entité réalisateur à gauche et en plaçant l'entité film à droite. Donc, ça va rien changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette association one-to-many? On va regarder le côté 1, le côté max égal à 1. Et dans ce côté, on crée une clé étrangère qui référence l'autre relation. C'est-à-dire que dans la relation film, je vais créer une clé étrangère idée réelle qui référence réalisateur.idée réelle. Donc, vous voyez, dans la relation film, j'ai pris les attributs de film. Voilà la clé étrangère que j'ai créée dans la relation film qui référence l'autre côté, c'est-à-dire réalisateur.idée réelle. Et bien sûr, j'ajoute cet attribut d'association à la relation toujours côté max égale à 1. Bien sûr, j'ai fait apparaître les clés étrangères à la fin de la relation comme c'est recommandé. Donc voilà comment on transforme ce modèle entité-association en modèle relationnel. Ensuite, deuxième type d'association, c'est les associations many-to-many. Donc, les associations many-to-many, comme leur nom l'indique, c'est des associations qui relient deux entités. D'un côté, la cardinalité max égale à n, et de l'autre côté, elle est égale à n également. Donc, elle est égale à n des deux côtés. Donc, pour toute association de ce type, many-to-many, on crée une nouvelle relation qui a le même nom et les mêmes attributs que l'association. Donc là, on tombe dans un cas un peu spécial, où une association devient elle-même une relation. Qu'est-ce qu'on fait avec cette relation? On ajoute aux attributs de cette nouvelle relation les clés primaires des relations correspondantes aux entités reliées par l'association. C'est-à-dire, si cette association relie deux entités, on ramène les clés primaires de ces deux entités et on les place dans la nouvelle relation qui a le même nom que l'association. Et on définit chacune d'elles, c'est-à-dire les clés primaires, comme une clé étrangère qui référence la clé primaire de là où on a ramené cette clé primaire. Donc, on a ramené une clé primaire, on l'a mise dans une nouvelle relation, il faut dire que c'est une clé étrangère qui référence la clé primaire d'origine. Enfin, définir comme clé primaire de la nouvelle relation l'ensemble des clés primaires qu'on a ajoutées à partir des relations correspondantes aux entités reliées par l'association, c'est-à-dire toutes les clés primaires qu'on a ramenées dans la deuxième étape, on les définit ensemble comme la clé primaire de la nouvelle relation. Donc regardons un petit exemple sur ça. Donc, on a
Un modèle entité-association qui nous indique qu'un acteur peut jouer dans un ou plusieurs films et que dans un film peuvent jouer un ou plusieurs acteurs. Un acteur, lorsqu'il joue dans un film, il va jouer un rôle donné. Donc ça, c'est un attribut d'association. Donc pour transformer ce modèle entité-association en modèle relationnel, donc ces deux entités, acteurs et film, vont donner naissance à deux relations acteurs et film ayant exactement les mêmes attributs. Maintenant, cette association many-to-many, pourquoi elle est many-to-many? Parce que la cardinalité max d'un côté est égale à n et de l'autre côté aussi, elle est égale à n. Donc cette association, on va la transformer en relation. Donc elle va donner naissance à une relation qui s'appelle jouer, qui a comme attribut rôle, et dans laquelle on va ajouter cette clé primaire et cette clé primaire. C'est ce qui est dit dans l'étape 2. Ajouter aux attributs de la nouvelle relation qu'on a créée à partir de l'association une clé primaire, plutôt les clés primaires des entités que cette association est en train de relier. Bien sûr, on va renommer ces attributs, puisqu'ils ont le même nom, ID et ID. Donc on va appeler ça ID acteur et on va appeler ça ID film. Donc on aboutit à ça. Donc regardez bien, les deux entités ont donné naissance à deux relations. Donc là, il n'y a pas de problème. L'association many-to-many a donné naissance à une relation qui porte le même nom et les mêmes attributs. Ensuite, on a ramené les clés primaires des relations correspondantes aux entités reliées par cette association. On les a ramenées dans cette nouvelle relation jouée. Et on les a renommées pour ne pas que ça soit ambigu. Donc, ID de acteur, je l'ai renommé ID acteur, et ID de film, je l'ai renommé ID film. Maintenant, puisque on les a ramenés d'autres tables, ce sont forcément des clés étrangères. Donc, c'est ce qui est dit ici. Définir chacune d'elles comme une clé étrangère qui référence la clé primaire de la relation correspondante à l'entité reliée à l'association. Donc, il faut définir cet attribut qu'on a ramené de acteur comme une clé étrangère qui référence acteur.id. Il faut définir cet attribut qu'on a ramené de film comme une clé étrangère qui référence film.id. Et ensemble, ils vont constituer la clé primaire de jouer. C'est ce qui est dit dans l'étape 3. Définir comme clé primaire de la nouvelle relation l'ensemble des clés primaires ajoutées à partir de relations correspondantes aux entités reliées par l'association. Donc, tous ces attributs qu'on a ramenés d'autres tables et qu'on a définis comme clé étrangère, on les définit ensemble comme la clé primaire. Donc, voilà comment transformer une association many-to-many en un modèle relationnel. Troisième type d'association, c'est les associations one-to-one, c'est-à-dire la cardinalité max est égale à 1 des deux côtés. Donc pour ce type d'association, donc il faut faire deux choses. Il faut créer une clé étrangère dans la relation correspondante à l'entité ayant la cardinalité min la plus grande, qui référence la clé primaire de l'autre relation qui correspond à l'autre entité. Et ensuite, on ajoute tous les éventuels attributs de l'association à la relation correspondante à l'entité ayant la cardinalité min la plus grande, toujours. Donc tout le travail ici va se faire dans la relation qui correspond à l'entité ayant la cardinalité min la plus grande. Donc il faut l'identifier dès le départ, cette entité. Donc regardons ce modèle entité-association dans lequel on a une association one-to-one, c'est-à-dire cardinalité max égale à 1 d'un côté et cardinalité max égale à 1 de l'autre côté. Donc pour transformer ce modèle entité-association en modèle relationnel, donc on commence par les entités. Donc là c'est simple, il n'y a pas d'héritage. Donc il y aura une relation qui s'appelle département qui aura des attributs nom et localisation avec nom clé primaire. Et il y aura une autre relation qui s'appelle employé qui a trois attributs, matricule, nom et prénom, dont la clé primaire c'est matricule. Maintenant pour cette association, donc il faut identifier l'entité qui a la cardinalité min la plus grande. Donc ici, c'est celle-là, c'est l'entité département. C'est elle qui a la cardinalité min la plus grande. Donc cette association, sa transformation va se passer ici.
Donc on va insérer une clé étrangère qui référence l'autre relation et on va insérer les attributs de l'association toujours dans cette entité qui a une cardinalité min la plus grande. Donc on aboutit à cela. L'entité employée, elle donne naissance à une relation employée, 3 attributs, matricule, nom et prénom. Matricule, c'est la clé primaire. L'entité département va donner naissance à la relation département avec les 2 attributs de l'entité département, nom et localisation. Nom, c'est la clé primaire. Ensuite, dans la relation correspondante à cette entité, on insère une clé étrangère qui référence l'autre entité. Donc, une clé étrangère qui référence un employé. Et là, la signification de cette clé étrangère découle de la transformation de cette association qui nous indique le chef d'un département. Donc, on va appeler cet attribut clé étrangère matricule chef. Et l'attribut de cette association, on l'insère également dans la relation qui correspond à l'entité côté min la plus grande, c'est-à-dire département. Et voilà. Revenons maintenant un tout petit peu sur la transformation des associations et on va voir dans cette transformation est-ce que les cardinalités, est-ce que leur sens, est-ce qu'il est perdu ou pas? Est-ce que le sens des cardinalités est perdu? Par sens des cardinalités, je peux prendre l'exemple qu'un réalisateur peut réaliser un ou plusieurs films. Est-ce que dans ce modèle relationnel, un réalisateur peut réaliser un ou plusieurs films? Donc, si on le regarde ce modèle, il est clair qu'un réalisateur peut réaliser un ou plusieurs films. Il suffit de faire varier cette colonne, c'est-à-dire insérer, il suffit de faire varier cette colonne-là, ou bien ces 2 colonnes-là, et de fixer cette colonne. C'est-à-dire le même réalisateur, par exemple le réalisateur 1, il suffit de répéter plusieurs tuples qui ont le réalisateur 1 et faire varier le titre et l'année sortie, c'est-à-dire plusieurs films différents. Et là, on a la possibilité de modéliser le fait que le réalisateur 1 a réalisé plusieurs films différents. Ensuite, pour cette cardinalité-là, pour chaque film, on a un et un seul réalisateur. Donc là aussi, cette cardinalité est modélisée par ce modèle relationnel. Pourquoi? Parce que la clé primaire d'un film, elle est composée du titre et de l'année de sortie. Donc pour un tuple qui représente un unique film, il y aura un seul réalisateur. On ne peut pas répéter un autre tuple ayant le même titre et la même année de sortie avec un réalisateur différent, car ces 2 colonnes ensemble sont la clé primaire de la relation film. Donc vous voyez que la transformation d'un modèle entité-association vers un modèle relationnel préserve la signification des cardinalités. Donc même dans le cas de l'association many-to-many. Donc ici, le fait qu'un acteur peut jouer dans un ou plusieurs films et le fait que dans un film peuvent jouer un ou plusieurs acteurs, ces deux faits sont modélisés dans ce modèle relationnel. Comment? Donc, pour qu'un acteur joue dans plusieurs films différents, il suffit de fixer cette valeur, la valeur de I des acteurs, et de faire varier cette valeur, la valeur de I des films. Comme ça, l'acteur qu'on a fixé jouera dans plusieurs films différents. Et pour illustrer le fait que dans un film peuvent jouer un ou plusieurs acteurs, il suffit de fixer la valeur de la colonne I des films et de faire varier la valeur de la colonne I des acteurs. Comme ça, dans le même film, on aura plusieurs acteurs différents. Voilà. Ensuite, pour les associations one-to-one, donc tout d'abord, il faut comprendre ce modèle entité-association. Dans ce modèle entité-association, on nous dit que chaque département a un et un seul chef, dont on connaît la date de nomination. Et un employé peut être le chef d'un département, cardinalité 0, plutôt cardinalité 1, et il peut ne pas l'être. Un employé peut être soit le chef d'un département, soit non. Est-ce que ces cardinalités ou la signification de ces cardinalités est présente dans ce modèle relationnel? Donc commençons par cette cardinalité-là. Donc,
pour chaque ligne ou pour chaque tuple de la relation département, on a son nom. Il doit être unique dans cette colonne et le matricule du chef. Donc, pour chaque département, on a la valeur ou le matricule de son chef. Il a un et un seul chef. On ne peut pas répéter le même département, c'est-à-dire la même valeur pour la colonne nom et faire varier la valeur de matricule chef. Pourquoi? Parce que cette colonne, c'est une clé primaire. Donc cette cardinalité, elle est vérifiée dans ce modèle relationnel. Ensuite, cette cardinalité-là, elle est également vérifiée, tout simplement ou implicitement, dans le fait que si un employé, ou bien si on trouve le matricule d'un employé dans cette colonne, alors il s'agit d'un chef de département. Et si on ne trouve pas le matricule d'un employé dans cette colonne, alors il ne s'agit pas d'un chef de département. Donc, soit il s'agit d'un chef de département, soit il ne s'agit pas d'un chef de département. Donc, on a répondu à la cardinalité 0,1. Et voilà pour la transformation des associations. Maintenant, vous devez savoir que les règles de transformation des associations sont applicables de la même manière lorsque les associations sont réflexives. Donc, on utilise exactement les mêmes règles et en plus de ça, on ignore le caractère symétrique ou asymétrique. On n'a pas à faire attention au caractère symétrique ou asymétrique de l'association. On la transforme telle qu'elle avec les règles qu'on a. Donc, prenons cette association, par exemple, l'association supérieure. Donc, souvenez-vous de ce modèle, on a déjà vu. Un salarié peut être le supérieur de 0 ou plusieurs salariés, et un salarié a comme supérieur 0 ou 1 salarié. Donc, dans ce modèle entité-association, l'association supérieure, c'est une association one-to-many. Vous voyez, d'un côté, la cardinalité max est égale à 1, de l'autre côté, la cardinalité max est égale à n. Donc, il faut d'abord commencer par transformer l'entité. Donc, l'entité salarié va donner naissance à une relation qui s'appelle salarié, qui a 3 attributs, matricule, nom et prénom, et une clé primaire, matricule. Pour l'association supérieure, donc qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans la règle de transformation? Donc, il faut ajouter dans la relation correspondante à l'entité côté max égale à 1, une clé étrangère qui référence la relation correspondante à l'entité côté max égale à n. Ici, l'entité côté max égale à 1 et l'entité côté max égale à n, c'est la même. Donc, c'est dans cette entité même qu'on va créer une clé étrangère qui référence l'autre entité qui est la même entité. C'est-à-dire que dans la relation salariée, on aura la clé primaire matricule et une clé étrangère qui nous indique le matricule du supérieur de ce salarié. Pourquoi j'ai renommé ça matricule sup? C'est pour donner un peu plus de sens, pour ne pas perdre le sens de l'association. Donc, chaque valeur que vous allez trouver dans cette colonne, c'est un matricule d'un salarié, qui est le supérieur de ce salarié. Et bien sûr, vous expliquez que matricule sup, référence, salarié.matricule. Maintenant, lorsque l'association réflexive est many-to-many, donc même chose, on a un modèle entité-association, donc on a déjà vu, un pays peut avoir 0 ou plusieurs voisins, et un pays est le voisin de 0 ou plusieurs pays. Donc, l'entité pays va donner naissance à une relation qui s'appelle pays qui a 3 attributs, code, nom et superficie, et qui a comme clé primaire code. L'association many-to-many voisin va devenir une relation qui s'appelle voisin, dans laquelle on doit mettre les clés étrangères qui référencent les clés primaires des relations correspondantes aux entités reliées par cette association. C'est-à-dire une clé étrangère qui référence le premier pays, ou bien une clé étrangère qui référence le pays de ce côté-là, une clé étrangère qui référence le pays de ce côté-là. Donc on aboutit à ça. Une clé étrangère code pays, qu'on a appelé code pays 1, et une clé étrangère code pays 2. Donc là on a numéroté 1 et 2 pour ne pas tomber sur deux colonnes qui ont le même nom. Bien sûr, vous expliquez chacune de ces colonnes, qu'est-ce qu'elle référence. Et les deux ensemble, les deux colonnes ensemble, on les définit comme une clé primaire. Maintenant, si on veut comprendre un peu plus la signification de ce modèle relationnel, donc si j'écris ici 1
Et ici 2, ça veut dire le pays 1 est le voisin du pays 2. Je ne peux pas répéter un autre tuple avec la valeur 1 et 2. Parce que un même pays ne peut pas être le voisin de l'autre deux fois. Et là, c'est une clé primaire, je ne peux pas répéter ces valeurs. Par contre, un pays peut être le voisin de plusieurs pays différents. Donc si je fixe la valeur de cette colonne, je peux faire varier la valeur de cette colonne. Comme ça, je modélise cette cardinalité. Un pays peut être le voisin de 0 ou plusieurs pays. Et il nous reste le cas des associations réflexives one-to-one. Donc pour ce cas-là, donc on prend l'exemple d'une personne qui peut être le conjoint de 0 ou une autre personne, et une personne qui a comme conjoint 0 ou une autre personne. Donc l'entité personne va donner naissance à une relation qui s'appelle personne, qui a trois attributs, num, nom et prénom, num comme clé primaire, et l'association conjoint, pour la transformer, puisque c'est une association one-to-one, on doit regarder l'entité qui a une cardinalité min la plus grande. Donc ici, les deux cardinalités min sont égales à 0. Et en plus de ça, on a une seule entité. Donc c'est l'entité personne, c'est l'entité qui a la cardinalité min la plus grande. Dans la relation correspondante à cette entité, on crée une clé étrangère qui référence l'autre entité, qui est elle-même. Donc, dans la relation personne, on va tout simplement créer une clé étrangère qui référence une autre personne et qui nous indique le numéro du conjoint de cette personne. Donc, j'ai ramené ce mot à partir de l'association. Donc, pour chaque personne, on a son numéro et le numéro de son conjoint. Bien sûr, on explique quelle colonne est référencée par cette clé étrangère juste après. Donc, num conjoint, référence, personne, point num. Voilà. Donc, on arrive maintenant à un exercice qui nous dit de transformer le modèle entité-association suivant en modèle relationnel. Donc, il faut toujours commencer par les entités. Donc, dans cet exercice, les deux entités sont pays et ville. Et on a trois associations, possédé, capital et voisin. Donc, pour les entités, c'est simple. L'entité pays va devenir une relation qui s'appelle pays, qui a trois attributs, nom, superficie et continent. Et dans la clé primaire, c'est nom. Ville va devenir une relation qui s'appelle ville, dont la clé primaire c'est ID ville et qui a deux autres attributs, nom et code postal. Donc là, on a terminé avec les entités. Ensuite, essayons de transformer cette association. Possédé, c'est une association one to many. Donc, dans le côté one, on doit ajouter une clé étrangère qui référence le côté many. Donc, dans ville, je vais ajouter une clé étrangère qui me dit dans quel pays se trouve la ville. Ensuite, pour l'association capitale, qui est une association one-to-one, je dois regarder quelle est l'entité qui a la cardinalité min la plus grande. Dans ce cas, c'est l'entité pays. Qu'est-ce que je fais dans cette entité? Je dois créer une clé étrangère qui m'indique la capitale de ce pays. C'est-à-dire une clé étrangère qui référence une ville et qui indique la capitale de ce pays. Et enfin, pour l'association voisin, c'est une association many to many, donc elle va donner naissance à elle-même à une relation qui s'appelle voisin et qui aura deux attributs qui sont une clé étrangère vers le premier pays, une clé étrangère vers l'autre pays et qui indiquent ces deux clés étrangères ensemble, leur valeur indique que le premier pays est le voisin du deuxième. Et bien sûr, ensemble, elles doivent former la clé primaire. Donc, on aboutit à ce modèle relationnel. Donc, petit récapitulatif. Donc, voilà comment on a transformé pays. Donc, ça s'arrête ici. Voilà comment on a transformé ville. Donc, ça s'arrête ici. Ensuite, pour l'association possédé, donc elle a donné naissance à ça, à cette clé étrangère qui référence un pays, ou la colonne nom de la relation pays. Pour l'association capitale, elle a donné naissance à cette clé étrangère qui référence une ville et qui indique quelle ville est la capitale de ce pays. Et enfin, pour l'association voisin, elle a donné naissance à une nouvelle relation qui s'appelle voisin, qui a
une clé étrangère qui référence chacune des entités à laquelle elle est reliée. Et puisque c'est la même entité, donc on aura presque le même nom. Donc on a numéroté ici nom pays 1 et nom pays 2, tout en expliquant que ces deux clés étrangères référencent chacune pays.nom. Et chaque tuple de cette table voisin ou de cette relation voisin nous indique que ce pays est le voisin de ce pays. Et voilà, donc là on vient de terminer le chapitre 4, le modèle relationnel. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bonne journée et bon courage.